De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Camille Sari, Nadia Lamarbi et Alfred Changou. Tout de suite, le dossier du jour. Sur les 220 millions de francophones dans le monde, 96 millions sont africains. Autant dire que l'Afrique est le continent le plus francophone au monde. C'est aussi et surtout le continent le plus représenté au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, avec 30 pays sur les 56 États membres. Un reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fana. Dans un peu plus d'un mois, Dakar, la capitale du Sénégal, abritera le prochain sommet de la francophonie. Après Kinshasa en 2012, c'est encore une fois le continent qui sera l'hôte de la plus grande messe des pays locuteurs du français. Sur les 56 pays membres de plein exercice de l'OIF, 30 sont africains. Sur les 220 millions de locuteurs de français, 90 se trouvent sur le continent. C'est donc dit que l'Afrique occupe une place prépondérante dans le rayonnement de la francophonie. Elle est le continent le plus francophile de la planète. Mieux, la francophonie est née en Afrique au moment des indépendances sous la houlette de feu les présidents Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba et Amani Diori. Plus de 50 ans après, le contexte a bien changé et les paradigmes aussi. La francophonie économique est promue, l'OIF s'implique dans la résolution des conflits et le développement socio-éducatif de ses États membres. Une nouvelle orientation stratégique qui représente une opportunité pour le continent. Comment l'Afrique peut-elle dès lors optimiser l'avantage lié à ce positionnement ? On estime à peu près d'ici 2050 à environ 800 millions, sinon 1 milliard de locuteurs francophones de par le monde. Et l'Afrique, justement, est assez représentative. Ce qui veut dire que l'Afrique doit davantage travailler au sein de l'espace, de sorte à pouvoir conforter son positionnement en matière de francophonie, mais aussi l'Afrique devrait pouvoir davantage bénéficier de projets et de programmes dans le sens du développement. Au-delà de la langue française, il faudrait que des projets structurants soient destinés aux populations à la base. Eladji Abougay est à la tête de la plateforme internationale des réseaux de jeunesse francophones. Pour lui, la francophonie représente aujourd'hui une formidable opportunité pour la jeunesse africaine. Le thème du prochain sommet de Dakar, Jeunes et femmes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, en donne toute la mesure. Il faut que la francophonie ne soit pas simplement un lien linguistique et culturel. Il faut que cette francophonie économique devienne une réalité. Il faut que cette coopération entre les jeunes du Nord et les jeunes du Sud devienne une réalité et que non seulement avec les grandes entreprises, mais il faudrait qu'il y ait une approche qui soit appliquée au niveau de la base. Donc le secteur économique local est un aspect extrêmement important à développer dans l'espace francophone, mais également il y a cette fluidité de transport des biens et services entre les pays francophones qui peut aussi favoriser le développement économique des pays francophones. Sur le continent, les projets de développement financés par l'Organisation internationale de la francophonie sont nombreux. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, l'Agence universitaire de la francophonie est devenue un outil important de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein des pays francophones africains. Les médiations entreprises sous l'égide de l'OIF ont permis de ramener la paix dans des pays en crise. Aujourd'hui, elle est également présente sur de nombreux chantiers du développement socio-économique de l'Afrique. La francophonie est dans tous les domaines de développement. Quand vous prenez le cinéma, la francophonie soutient le cinéma, la francophonie soutient la mobilité même des artistes, la francophonie soutient des projets dans le domaine donc du numérique. On peut le dire sans le risque de se tromper que l'Afrique est l'avenir de la langue française parce qu'en Afrique, on a réussi à apprivoiser la langue. On a vu l'intervention de la francophonie lorsque certains pays dans notre espace étaient confrontés à des difficultés, à des crises, à des tensions. La médiation de la francophonie a été en tout cas déterminante dans la résolution de ces crises. Également dans l'avènement de l'état de droit dans bon nombre de pays africains. La diversité des domaines d'intervention de la francophonie en fait un acteur de premier plan dans le financement du développement sur le continent. Mais ces actions ont-elles pour autant permis d'impulser une dynamique de développement endogène? Pour l'universitaire Malik Ndiaye, le rôle de la francophonie dans le développement du continent est à relativiser. La présence tutélaire de la France au sein de cette organisation fait penser à une nouvelle forme de recolonisation. Il y avait des raisons de croire que le changement d'orientation et de stratégie
de la francophonie qui est en train de passer du statut d'instrument au service des relations internationales des pays africains à une sorte de stratégie de contrôle de nos économies, de nos sociétés, de nos États, eh bien, il y a lieu de penser que cette affaire-là mérite une réflexion approfondie. Pour échapper à cet écueil, les États africains membres de la francophonie doivent privilégier des relations de partenariat mutuellement avantageux avec les pays du Nord. Presque la moitié des pays qui parlent le français sont en Afrique. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faudrait développer un partenariat interne d'abord en Afrique, entre pays francophones, c'est extrêmement important, et maintenant faciliter les transactions entre les pays du Nord et les Sud pour que l'on puisse ensemble avoir un développement économique commun. Selon les projections, en 2050, le monde comptera près d'1 milliard de locuteurs francophones, dont la majorité sur le continent. La francophonie, c'est aussi 19% du commerce mondial. De ce fait, elle représente une réelle opportunité pour le continent, à condition qu'elle soit avant tout un moyen de renforcement de la coopération économique et commerciale entre ses États membres. Car, s'il est vrai que l'Afrique bénéficie d'appuis multiformes de la part de l'OIF, elle reste encore en proie aux affres de la pauvreté et de l'analphabétisme. Camille, on l'a vu, les États africains sont majoritaires au sein de l'OIF, mais est-ce qu'ils tirent assez profit de cette place centrale ? Non, pas du tout. Pour le moment, l'Afrique, à mon avis, représente plus de la moitié donc, des pays francophones. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pays qui sont catalogués francophones par l'histoire, comme le Vietnam, comme le Cambodge, mais on s'est aperçu les dernières années, depuis à peu près 92, où je me rends dans ces pays-là, que la francophonie a beaucoup reculé et les jeunes apprennent plus l'anglais parce que l'environnement est anglophone, parce que travailler avec des Malaisiens, et là je reviens à la nécessité d'une langue qui peut faciliter pas seulement les échanges culturels, les échanges dans le domaine de la médecine, les échanges dans le domaine artistique, mais également dans le domaine des affaires. Bon, ces pays-là, ils ont choisi l'environnement, c'est un environnement qui s'est imposé, c'est-à-dire que les Singapouriens, les Malaisiens parlent anglais. En Afrique, on a la chance d'avoir c'est pas seulement des gens qui parlent anglais, c'est des gens qui étudient, qui écrivent, donc qui maîtrisent la langue, le français. Donc, faisant de l'Afrique, un continent d'anglophones et de francophones, et que ça se renforce mutuellement, et que les jeunes apprennent aussi l'anglais. Et tout ça, ça contribue à relever le niveau, je dirais, économique, mais là où l'erreur a été commise, par exemple par la France jusqu'à maintenant, c'est la stratégie de voir l'Afrique une terre seulement de matières premières. Il faut aider l'Afrique à s'industrialiser. C'est l'intérêt aussi de la France et de tous les pays francophones. Maintenant, il y a un dénominateur commun, peu importe le pourcentage dans chaque pays, combien de personnes parlent l'anglais. Je cite le Québec, je cite quand même certains pays de l'Est, ou même des pays du Moyen-Orient. L'objectif, c'est d'utiliser la langue comme moyen. Ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour travailler ensemble, pour échanger, pour investir, pour échanger aussi sur le plan touristique. Sur le plan touristique, c'est plus facile d'aller dans des pays francophones où vous allez vous faire comprendre que dans des pays où personne ne vous comprend. Donc, je dis, je critique beaucoup ceux qui ont voulu tout arabiser sans bilinguisme. Arabiser, oui, mais il faut qu'il y ait le bilinguisme. Il faut garder le français. Si c'est l'anglais, il faut garder l'anglais. Pour les Égyptiens, par exemple, c'est l'anglais. On ne va pas leur dire d'apprendre le français. Mais au moins qu'il y ait une maîtrise de 2 langues. Donc ça permet de poursuivre ces contacts. Et c'est très facile de travailler ensemble quand on parle la même langue. Nadia, l'avenir de la francophonie, ça passe par l'Afrique, vu le nombre d'États membres aujourd'hui qui sont au sein de l'OIF. Ah mais c'est une évidence. C'est une évidence que l'Afrique est l'avenir de la francophonie. Maintenant, est-ce que l'Afrique a vraiment envie
le continent de la francophonie. Est-ce que l'Afrique et les États africains sont réellement dans une perspective d'être constamment en lien avec celui qui a été le pays colonisateur, parce que le français est une langue du colonisateur, quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui il y a plus ce rapport, en tout cas on essaye de plus en plus d'estomper ce rapport entre colonisé et colonisateur, mais le français reste la langue du colonisateur. L'anglais, pour certains, comme pour le Rwanda, on va dire, comme certains pays, qui ont choisi l'anglais parce que le lien avec le colonisateur n'est pas direct, et que justement c'est plus pratique pour eux de ne pas avoir ce lien. C'est une langue qui à la fois est internationale, mais qui n'a pas une connotation historique aussi douloureuse. Maintenant, pour ce qui s'agit de la francophonie et du français, à mon sens, tant qu'il y aura encore ce lien avec la France, quelque part, la francophonie ne pourra réellement jamais être un outil idéal. C'est une agence qui aujourd'hui reste très connectée avec les pays du Nord, qui est financée totalement par la France. Et je le dis et je le répète, lorsqu'on le finance, automatiquement, on a des attentes. On ne donne pas autant d'argent pour le bienfait et la culture de chacun. Il y a toujours des enjeux derrière. Et c'est pour ça que, par rapport à l'OIF elle-même, à l'organisation elle-même, je trouve que c'est une organisation intéressante, mais que les pays africains doivent aussi garder un certain réalisme par rapport à la structure, parce que derrière, il y a toujours des enjeux. Et ne pas accepter des deals seulement parce qu'ils viennent de pays francophones, à mon sens, c'est de la rationalité économique. Ce n'est pas autre chose. Il faut savoir faire jouer, lorsqu'il s'agit d'économie, la rationalité économique. Le lien sentimental ou le lien néocolonial ou tout ce qu'on veut qui est déconnecté des réalités, à mon sens, ne doit pas jouer. Et là, en l'occurrence, le souci majeur de cette structure-là, c'est que quelque part, ce lien continue à être vivant. Et c'est dans ce sens-là où j'ai toujours un peu de réticence par rapport à la structure. Il est important que les pays africains, qu'ils soient francophones ou anglophones ou lusophones, puissent s'entendre entre eux au-delà même de cette langue. Parce qu'ils sont d'abord des voisins, et parmi les différentes zones, ce qui est dommage, c'est que l'Afrique de l'Est, qui est anglophone, ait moins de rapport avec l'Afrique de l'Ouest, qui est francophone, qu'avec d'autres pays. Donc ça serait intéressant plutôt de rapprocher les zones du continent, plutôt que d'aller chercher ailleurs. Alfred, pour revenir à ce que disait Nadia, c'est un peu l'avis du sociologue qu'on a entendu dans le sujet, Malik Dial, qui évoque un statut d'instrument au service d'une stratégie de contrôle des économies africaines. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas du tout. Ça, c'était à l'enfance, à la naissance de la francophonie, dans les années 70. Il y avait cet arrimage, cet adossement à la France qui était très important. Mais à travers l'histoire de la francophonie, de l'Agence de la coopération culturelle et technique à l'Organisation internationale de la francophonie, pas mal d'eau a coulé sous le fleuve francophone. Non, parce qu'il y a eu des évolutions, des changements. D'ailleurs, on l'avait déjà vu autour des années 80, 90, 92 par là. Un sursaut de la plupart des pays francophones hors de la France. Le Québec en particulier, la Belgique, la Suisse et un certain nombre des pays africains commençaient à contester l'hégémonie française parce qu'ils considéraient jusque-là que c'était un lieu de néo-colonisation, néo-impérialisme français. Et d'ailleurs, quand on regarde la plupart des secrétaires généraux qui ont été élus à la tête de cette association, rares, à part, je crois, de Hebb qui avait été français, tous les autres, ou de Denis de Sèvres, la plupart d'autres, c'était des Gabonais, Québécois, et puis aujourd'hui Abdou Diouf. Donc, il y a eu ce désarrimage qui s'est fait. Et d'ailleurs, l'histoire montre très bien qu'après le sommet de Moncton, Alberta au Canada, justement, ce désarrimage a été acté par tous les chefs d'État pour réorienter justement l'OIF vers d'autres objectifs que la protection de la langue. Bien sûr, on avait réaffirmé l'idée de la diversité culturelle, linguistique de la francophonie, mais
on a promulgué cette idée justement d'une francophonie économique, mais qui soit assez lâche, puisque d'ailleurs la plupart de ces pays membres de la francophonie appartiennent à d'autres regroupements, soit intra-africains, soit ACP, Union européenne, soit avec les États-Unis, soit avec la Chine, etc. Donc, ils appartiennent à plusieurs regroupements. Et au fond, au sein de la francophonie, ils sont arrivés à cette idée qu'il faut vraiment plus de multilatéralisme pour faire que justement il y ait plus ce lien de dépendance directement vis-à-vis de la France. Mais qui finance, Alfred, qui finance J'y arriverai. Alfred termine après Nadia. D'accord, j'y arrive. Mais ce qu'on a noté, c'est qu'effectivement, il y avait cette confusion avec la France-Afrique pendant une certaine époque. Et donc, depuis que la France-Afrique est morte, les choses se passent autrement et que la France aussi connaît la crise. Alors, la question du financement, c'est très simple. Depuis toujours, effectivement, le reproche qui était fait à l'ACCT et puis à l'OIF, c'était que le plus grand contributeur était la France. C'est pourquoi, justement, on demandait au fond qu'on rééquilibre le financement au sein que chaque État membre puisque ce sont des partenaires, ils sont à égalité, que chaque État membre puisse contribuer à hauteur justement de ses finances et de ses capacités. Et que donc effectivement on sorte de cela. C'est pourquoi le Québec a accepté justement de devenir l'un des co-contributeurs le plus importants. Ou le deuxième, quasiment ex aequo avec la France. Avec la France, exactement, et puis la Belgique, et puis la Suisse, etc. Mais les pays africains, justement, qui sont aujourd'hui, qui ont des économies en forte croissance, devraient effectivement jouer ce rôle-là et rééquilibrer le budget, contribuer plus. Mais on s'aperçoit que toujours, comme dans toutes ces institutions-là, ils donnent toujours moins ou ils ne s'acquittent pas de leurs cotisations. Une réaction, Nadia? Oui, alors déjà deux choses. La France-Afrique est morte. Pour moi, c'est une affirmation qui vous concerne, parce que j'ai pas l'impression que toi, parce que moi j'ai pas l'impression que la France-Afrique soit morte, sinon que ferait la France au Mali, que ferait la France dans la Centrafrique elle a été appelée, hein. Oui, bien sûr, elle a été appelée, mais bon, oui, bien sûr, mais bon, la France-Afrique, on sait très bien. Alors Nadia, continuez. Oui, bon, supposons que la France-Afrique soit morte. Aujourd'hui, les contributeurs restent des Occidentaux. Et dans la logique, il faut arrêter, je veux bien qu'il y ait une déconnexion, je veux bien qu'on mette des présidents africains pour la direction, mais le financeur reste le décideur. Ça a toujours été ainsi. Et aujourd'hui, encore... Certainement, ça prend d'autres formes. On n'est plus dans ce néocolonialisme direct, vraiment imposant, comme ça pouvait l'être jusque dans les années 80. Mais ça peut prendre différentes formes. L'influence culturelle, ça est une chose. Cette survivance de la langue absolue, c'est aussi quelque part une chose. Moi, je ne rejette pas l'OIF, je dis seulement il faut faire attention. Faisons les choses en notre âme et conscience. Et c'est vrai que Alfred a tout à fait raison. Il faut demander aux États, s'ils veulent garder cette structure, s'ils veulent garder la structure de l'OIF, demander aux États d'être plus contributeurs. Mais c'est vrai qu'ils sont déjà sur d'autres coalitions, ils sont déjà sur d'autres partenariats. Et ajouter encore un partenariat à ce qui existe déjà, pour eux, je me demande bien quelle est l'utilité. Et c'est vrai quelle est l'utilité, qui a plus intérêt que les Occidentaux à garder l'OIF telle qu'elle est? Je pense qu'il faut vraiment que chaque organisme s'occupe de ses ouailles. C'est-à-dire l'OIF, elle a une mission. Il y a d'autres lieux où l'ONU, l'OUA, il y a des institutions, l'Union africaine. Il y a aussi des choses qui échappent à toutes ces institutions qui s'appellent les contrats de gré à gré, les gros marchés qui se passent, les enjeux géostratégiques qui échappent à tout le monde, qui passent par aucune des institutions. Donc il ne faut pas accuser l'OIF de tous les maux ou de dire c'est instrumentalisé, etc. Il faut vraiment, par contre, il faut que les pays africains contribuent davantage et pèsent dans la décision. C'est même l'intérêt ils ont beau contribuer, la France et le Québec, la France c'est 24 millions et le Québec c'est 21 millions, il y a la Belgique, etc. Mais vous pouvez financer tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas adhésion des pays africains, ça ne marchera pas. Et de toute façon, ce sont les pays africains qui seront toujours le moteur, que la France accepte ou l'accepte pas. Donc gardons cet instrument
comme un lieu de rayonnement culturel. Moi, j'invite aussi à ce qu'il y ait des échanges entre les universités françaises et toutes les universités africaines. Parce que pour le moment, ce qui se passe, et ça j'en suis témoin, il y a des échanges entre les écoles françaises, les écoles québécoises et les écoles supérieures qui font payer 5 000 € par exemple aux étudiants. Et là, il y a des programmes qui sont... C'est le témoignage de ministres de beaucoup de ces pays africains qui le disent. Là, il y a des programmes musclés, il y a des échanges de professeurs. Nous avons besoin que les universités françaises, si elles veulent garder la francophonie, qu'elles dépensent un peu d'argent et qu'elles se rendent dans les pays africains pour rencontrer leurs homologues universitaires pour relever le niveau de l'université africaine. Merci Camille. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le procès de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été reporté. Les audiences devaient démarrer ce mercredi à Abidjan. Aucune nouvelle date n'a pour l'instant été annoncée. Et en Guinée, l'épidémie d'Ebola continue de se propager et a fait à ce jour plus de 800 morts. Le président Alpha Condé veut impliquer, en plus des médecins, les agents de santé à la retraite et désormais les diplômés en médecine dans la lutte contre le virus. Nouvelle pause dans l'Africa Newsroom. Dans un instant, la troisième partie. À tout de suite.